Alors, voilà le décor planté. Donc, tu as vu, Claude, que la question du dialogue est là aussi encore une fois posée et présentée. Quel est ton regard, toi, de sociologue, sur l'évolution de la relation entre société, agriculture d'une façon générale et viticulture en particulier? Donc, bonjour, je suis Claude Compagnon, je suis professeur de sociologie à AgroSup Dijon. Je me demande s'il n'y a pas des étudiants, oui, voilà, des étudiants ou anciens, j'ai du mal à, voilà, qui se trouvent être présents. Et donc, mon intervention ne va pas être technique, ou si elle est technique, c'est technique sociale, c'est-à-dire, finalement, lorsqu'on réfléchit à la place de l'agriculture en général dans la société, et puis de la viticulture en particulier, on est bien obligé de se rendre compte que ça ne passe pas bien. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute la presse, lorsqu'on voit, par exemple, lorsque des éleveurs laitiers sont en difficulté, eh bien, ils sont reconnus comme des agents économiques. Lorsqu'on fait des enquêtes, on va dire « mais oui, c'est une profession qui souffre ». Et à partir du moment où on va traiter de questions environnementales, eh bien, on va voir que les agriculteurs sont montrés du doigt, puisque ce sont les pollueurs. Donc on voit bien une espèce d'ambivalence de la société envers un segment social, ce qu'on appelle, ou un monde social, eh bien, qui est le monde des agriculteurs et puis des viticulteurs en particulier. Et ce dont je voudrais vous parler maintenant, c'est du contrat social. Alors pourquoi parler d'un contrat social ? Eh bien, c'est que le contrat social, c'est ce qui permet à une société, eh bien, de tenir de manière cohésive. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de contrats sociaux, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est Jean-Jacques Rousseau qui a commencé à développer cette idée de contrat social. Lorsqu'il n'y a pas de contrat social, eh bien, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. C'est-à-dire celui qui est capable finalement, eh bien, de s'asseoir sur l'opinion des autres et puis de dire ah ben, ça va se passer de cette manière-là parce que moi je pense que c'est la bonne manière et comme c'est moi qui ai les forces pour influencer les autres, eh bien, je vais décider de la manière dont ça va se passer. Et donc un contrat social, c'est toujours contre la loi du plus fort. Et puis un contrat social, c'est aussi fait pour l'intérêt général. Et cette question d'intérêt général, c'est ce qui fonde notre société, c'est-à-dire que notre réglementation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à partir du moment où ça nuit aux autres. Et on voit bien que la question du contrat social avec les questions environnementales, elles sont là. C'est-à-dire que lorsque des pratiques vont nuire à un bien commun qui est le bien de la nature, eh bien, il y a une partie de la société qui va réagir par rapport finalement à ceux que l'on suppose être les acteurs de cette dégradation de la nature. Or, quand je dis suppose être, c'est qu'ils ne l'ont pas choisi et on va voir pourquoi. Alors, donc il y a bien cette histoire d'être contre le droit du plus fort, de militer pour l'intérêt général. Et puis dans le contrat social, il y a aussi l'idée de la souveraineté du peuple. C'est-à-dire que eh bien, le peuple est souverain, c'est-à-dire que c'est lui qui décide ensemble, donc le peuple, voilà, l'ensemble des citoyens qui décident ensemble de ce qui est bien ou pas. Alors quand on dit ça, c'est des idées de philosophes, mais qui fondent quand même notre société, notre démocratie, notre société moderne, hein. Eh bien, on voit tout de suite qu'il y a une dimension politique. Une dimension politique au sens noble, c'est-à-dire de définition de ce que doivent être les choses dans une société. Et je vais y arriver dans mon propos pour comprendre finalement quelle est la critique qui est adressée par la société à l'agriculteur ou aux agriculteurs et aux viticulteurs, et pourquoi cette critique, elle doit être prise en compte et d'où elle vient. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu des contrats sociaux, on va dire, un peu particuliers entre les agriculteurs et la société, historiquement? Parce qu'on peut dire, là, il y a une espèce de tension, de déchirure entre le monde agricole et puis la société. Mais quand on regarde d'un point de vue historique, finalement, notre passé, on va s'apercevoir que des alignements de planètes entre des agriculteurs ou des paysans, des représentants politiques et puis la société, il n'y en a pas eu tant que ça.
Il y en a il y a un alignement qui se fait à la fin du 19e parce que finalement, eh bien, les républicains vont s'appuyer sur le monde paysan pour faire valoir justement leurs idées républicaines. Fin du 19e, et puis on va voir eh bien, un changement qui va débuter qui va, oui, être un starter dans la modernisation agricole. Eh bien, on a les lois de 60 et 62 de modernisation agricole, où là, on a aussi un alignement, c'est-à-dire on a des hommes politiques qui bien voient l'importance de la modernisation de l'agriculture. On a eh bien, le monde agricole qui vise une parité dans les modes de vie entre le monde agricole et au moins les ouvriers. Le monde ouvrier, c'est ce qui a été dit à cette époque-là. Et puis la société aussi qui voit un intérêt à avoir des produits alimentaires à bas coût pour pouvoir utiliser leur pouvoir d'achat en fait dans des biens d'équipement. Et pour le monde industriel, eh c'est aussi le développement des biens d'équipement. Donc on a une espèce de conjonction d'intérêts qui se font à ce moment-là, qui fait qu'il y a un contrat social qui va faire que la modernisation va pouvoir se faire autour de ce contrat social. Et chaque fois qu'il y a un contrat social, il faut bien se dire, je disais qu'il y a des enjeux politiques, il y a toujours des perdants. Il y a des exclus et des perdants. Et si je dis ça, ce n'est pas du tout un jugement de valeur. On voit ce qui s'est fait avec la modernisation agricole. Eh bien, les agriculteurs qui n'étaient pas adaptés ont été exclus de la profession et sont sortis de la profession parce que soit ils n'étaient pas assez formés, soit ils avaient de trop petites exploitations, soit ils n'avaient pas toute une série de ressources nécessaires pour faire correctement leur métier. Et donc il y a toujours des exclus, des perdants, et ce qui nous amène à nous poser la question, finalement, chaque fois qu'on essaie, et on va le voir, de trouver un nouveau contrat social, c'est qui en paye le prix? Ou comment le coût de la refondation d'un contrat est porté par les uns et les autres? Et ça, c'est quand même des questions essentielles. Donc, on peut s'interroger un peu plus sur la viticulture, hein, c'est-à-dire quel contrat pour la viticulture. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit actuellement dans le monde, en particulier dans le monde de la viticulture, qui utilise une grande quantité en fait de produits phytosanitaires par rapport à d'autres productions? Eh bien, on va voir que les consommateurs ou les habitants du territoire, eh bien, qui sont soit parce qu'ils consomment les produits, soit parce qu'ils vivent avec des viticulteurs, eh bien que ces consommateurs ne sont pas issus du monde agricole. C'est une espèce d'évidence, mais autant le redire. C'est-à-dire que les personnes qui vont avoir une certaine vision de la viticulture ne savent pas grand-chose de la viticulture. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment ces éléments-là sont... du vin est tout simplement produit ou comment on cultive du raisin pour produire du vin. Et puis, on a bien aussi des scientifiques qui identifient toute une série de problèmes liés à l'usage des phytos. Et cet usage des phytos, on va l'identifier à travers des problèmes environnementaux, mais aussi à travers des problèmes sanitaires. C'est-à-dire quand les scientifiques identifient en fait des maladies neurodégénératives, des produits qui sont des perturbateurs endocriniens, qui sont des cancérigènes, qui amènent à la maladie de Parkinson lorsqu'on fait des études épidémiologiques finalement dans certains milieux, ils identifient un problème, c'est-à-dire ils constituent ce problème et ils montrent, mais parce que c'est leur boulot, hein, qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont négatives dans la manière dont on s'est organisé précédemment pour pouvoir produire ce que l'on produit. Et puis, on a des producteurs, des viticulteurs, qui, eux, sont engagés dans un mode de production qu'ils n'ont pas forcément choisi. C'est-à-dire, qui, comme viticulteur, a dit, tiens, à un moment, moi, j'ai choisi d'utiliser des produits phytosanitaires. C'est-à-dire que si la viticulture s'est mise à utiliser des produits phytosanitaires, c'est parce que les produits phytosanitaires ont été inventés, produits et conseillés aux viticulteurs. Parce que ça a permis en fait de faire un certain nombre d'économies et puis d'arriver à d'économies simplement en main-d'œuvre et de produire de manière plus intensive, mais intensive aussi bien en quantité qu'en qualité. Et donc, on a des producteurs qui sont eux-mêmes
j'allais dire, piégé par, ou en tout cas, le système qui a été mis en place les piège aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit bien que la manière d'abandonner les produits ou de limiter les produits, eh bien, ces manières-là sont un peu compliquées. Moi, j'ai fait des enquêtes donc, dans différentes communes. Moi, il y a des viticulteurs qui me disaient moi, je voudrais bien me mettre au labour, mais je ne sais plus faire. Tout simplement, je ne sais plus faire. Mon père est décédé relativement jeune. Et je ne sais pas comment un labour, alors que je suis prêt finalement à ne plus désherber mes vignes, mais voilà, je ne sais plus faire. Alors, donc un contrat social, il arrive à certains moments, et celui de la modernisation de l'agriculture a été, comme je le disais, une forme de contrat social. Et on a vu au fur et à mesure du temps, dans les années 80-90, une critique qui a émergé. Et une critique environnementale, c'est-à-dire on a vu un certain nombre de problèmes apparaître, et cette critique était de dire, critique qui était portée bien par des mouvements écologistes, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l'environnement, etc., et puis par les scientifiques aussi, hein, pour dire eh bien que finalement on arrivait globalement à une dégradation de l'environnement. Et n'importe quel système, le système économique, le système technique, chaque fois qu'il reçoit une critique, il a deux possibilités. Soit il se transforme radicalement, ça fait que la critique, elle ne porte plus, puisque c'est plus du tout la même chose. On peut imaginer que du jour au lendemain, plutôt qu'utiliser des produits phyto, eh bien, je vais dire n'importe quoi, hein, on met des vignes en plastique, et puis comme ça, il n'y a plus de problème de phyto. On arrive à produire du raisin sur des vignes en plastique. La critique, elle échoue complètement. Il n'y a plus de critique, puisque finalement, le système s'est complètement transformé et que la question des phytos ne se pose plus. Mais le système, il peut donc se transformer complètement ou soit absorber la critique, c'est-à-dire la prendre en compte, et donc se transformer petit à petit pour finalement être un peu plus aux normes par rapport à ce qu'on lui demande. Et tout ce qui vous a été présenté, en tout cas ce que j'ai entendu moi ce matin, c'est bien comment un système est capable en fait de recevoir cette critique et puis de se transformer pour être un peu plus aux normes par rapport aux personnes qui adressent ces critiques-là. Et puis tous les efforts que vous faites, ils vont finir par être connus, et puis vous allez voir la critique qui va s'affaiblir au fur et à mesure, c'est-à-dire moins on utilisera de phyto, moins il y aura de pollution, moins il y aura de problèmes sanitaires, moins on critiquera finalement ce mode de production. Et puis on peut revenir à un mode à peu près normal. Alors, cet aspect de la critique est important parce que ça nous amène à nous demander qui critique finalement, qui apporte cette critique-là. Et là, on voit bien que là où on en est en fait au niveau du monde agricole, qui explique finalement ce désamour dont souffre le monde agricole, eh bien, c'est qu'il y a un réel affrontement entre des mondes sociaux différents. Donc un monde agricole qui est de moins en moins nombreux, et puis une société qui est de plus en plus sensibilisée en fait aux questions environnementales. Et on voit que cet affrontement, il s'appuie sur des arguments qui peuvent être extrêmes aussi. C'est-à-dire que certains segments sociaux vont dire il est possible de faire de l'agriculture sans phytosanitaire, sans produits. Et donc, la manière de faire ça, c'est d'aller vers des changements de rupture et non pas en gagnant en efficacité sur l'usage des produits phytosanitaires. Et puis, on peut avoir un autre point de vue extrême qui est on ne peut pas produire sans mettre tous les produits phytosanitaires que l'on met aujourd'hui. Alors, je le formule comme ça, vu ce qui a été dit, etc. Mais il y a ce point de vue-là, hein, c'est-à-dire que dans les enquêtes que l'on fait, on l'entend. Et autour de ce deuxième point de vue, il peut y avoir d'ailleurs des attitudes qui sont complètement maladroites. Alors, il y a eu le salon de l'agriculture, je ne sais pas si vous avez vu, mais à un moment, je crois que c'était dans Le Monde, il y avait une pleine page sur la filière arboricole qui mettait on ne peut pas produire sans phytosanitaire. Et donc, pour dire que le mode de production en fait, en arboriculture avec phytosanitaire, eh bien, il n'y en avait pas d'autre. Mais... Alors, moi, je ne suis pas dans l'arboriculture, mais quand on lit ça, on est un peu consterné. C'est-à-dire, que lit la plupart des personnes lorsqu'ils lisent les mots « on ne peut pas produire sans phytosanitaire ». Ce qui est une chose qui est
globalement vraie, hein, je vais le dire comme ça, une chose qui est globalement vraie, comment l'interprètent les gens? Ben, on ne fait rien, on ne change rien, on continue comme on faisait avant, et puis taisez-vous. C'est-à-dire que la manière dont la société interprète ce genre de publicité, plutôt qu'être une défense de la profession, ben ça a plutôt tendance à l'enfoncer encore plus. C'est-à-dire que ça fait apparaître un monde agricole qui se cantonne dans ses pratiques antérieures et qui ne fait rien, qui n'entend pas finalement la question des phytosanitaires. Mais derrière, plus profondément, hein, il y a autour de ces deux oppositions, lorsqu'on gratte un peu d'un point de vue philosophique, on s'aperçoit qu'il y a quand même des oppositions sur l'idée même de ce qu'est un homme et de ce qu'est la nature, ou de la place de l'homme dans la nature. C'est-à-dire que vous avez des conceptions qui peuvent être ce que Jacques Ellul, qui était un philosophe et un sociologue, appelait une conception en termes de système technicien. C'est-à-dire, chaque fois que l'on produit quelque chose, on est obligé de dégrader l'environnement. Et donc, chaque innovation technique, elle va produire des effets négatifs, mais ce n'est pas très grave, parce que la technique, elle va les réparer ensuite. Même si maintenant, on ne sait pas trop comment faire, la technique, ensuite, va les dégrader. Et donc, c'est une pensée qui va jusqu'à dire que, eh bien, on va dans un monde qui va de plus en plus s'artificialiser, et c'est la vie, c'est comme ça, c'est-à-dire que l'artificialisation radicale de la vie, jusqu'au transhumanisme, c'est-à-dire un homme qui vivrait 1000 ans parce qu'il serait bourré de prothèses informatiques et mécaniques, et cette idée du transhumanisme, elle est très présente dans Silicon Valley avec Google, par exemple. C'est pas une vue de l'esprit, mais c'est bien sur une vue très, très technique de ce qu'est la vie de l'homme et même de sa transformation, c'est-à-dire où il perd de sa naturalité. Alors que derrière, philosophiquement, on peut avoir profondément comme pensée le fait qu'il y a un monde qui a été donné, qui a un équilibre, et finalement, lorsque l'homme arrêterait d'intervenir, il faudrait que ce monde-là puisse continuer à tourner sans l'action de l'homme. C'est-à-dire qu'il soit capable, naturellement, le monde, d'être résilient, de se guérir tout seul sans cette action de l'homme. Et donc, on voit bien que derrière ces affrontements, hein, même autour de, finalement, des pensées des uns et des autres, il y a une conception de ce qu'est l'homme qui est assez différente. Alors, on en arrive à la question, quel contrat social est-il possible, hein? On revient à cette question-là. Ben, on peut dire, est-ce que les positions extrêmes sont destructives? Eh bien, pas forcément. C'est-à-dire que c'est parce qu'à certains moments, il y a et on le voit pour le bien-être animal, hein, alors je ne veux pas dire que les actions de ceux qui... mais on le voit pour le bien-être animal, que le fait de filmer dans les abattoirs certaines conditions d'abattage, ben, ça fait bouger les choses. Et alors après, il peut y avoir, on peut dire... il faut relativiser, il faut dire que c'est dans certains abattoirs, etc. N'empêche que quand ça se fait, eh bien, il y a une réflexion autour du bien-être animal qui se met à bouger. Mais ça peut aussi, en fait, complètement discréditer. Et on peut avoir des positions qui peuvent discréditer une cause, c'est-à-dire, eh bien, lorsqu'on va trouver aussi des agriculteurs dans certaines de nos enquêtes qui disent de toute manière, pour produire, il faut polluer et je continue à faire ce que je fais, et qui parfois le disent d'un point de vue, pas forcément à des enquêteurs, mais d'un point de vue plus général, ben, parfois ça peut faire un peu mal à une cause. Et du coup, ça nous amène à nous interroger, finalement, ben, comment on peut arriver à ce contrat-là, à définir le problème d'une manière commune pour qu'on puisse le résoudre. Alors, il y a trois choses qu'il faut se dire, c'est que d'abord, notre société, ben, vous le voyez bien, vous êtes dedans, elle est de plus en plus complexe, elle est de plus en plus négociatoire, et elle est de plus en plus informationnelle. Ça veut dire quoi, complexe? Eh ben, c'est que même les sociologues, ils ont du mal à identifier des groupes sociaux qui soient très stables ou qui soient bien caractéristiques, parce que on a une diversité de groupes qui existent, et puis l'usage d'Internet est très puissant pour ça, hein, c'est-à-dire
c'est l'exemple que je prends, si vous cassez un ongle, vous voulez chercher sur Internet se casser un ongle, je suis à peu près sûr que vous trouvez un groupe social qui discute de qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on s'est cassé un ongle. Et je prends quelque chose qui est vraiment trivial pour montrer que vous avez la formation des groupes et des collectifs, c'est quelque chose qui se fait et se défait maintenant à une vitesse faramineuse. Négociatoire, eh bien, dans nos sociétés démocratiques occidentales, on a de plus en plus de mal à admettre de se voir imposer des choses par certains groupes sociaux. Et quand je dis qu'elle est négociatoire, ça amène à ce qu'on a vu aussi avec le film précédemment, c'est-à-dire que le maire, donc qui représente en fait ses citoyens, il rentre en négociation avec les viticulteurs qui sont aussi des citoyens de sa commune. Mais il rentre dans une négociation, c'est-à-dire lorsqu'on va édicter une règle en tant que telle, il y a toutes les chances qu'elle ne soit pas appliquée. Mais pour trouver une solution robuste, on a intérêt à discuter ensemble pour savoir quelles sont les exigences des uns et les exigences des autres pour essayer de trouver un compromis. Et puis trouver un compromis, eh bien, c'est admettre pour chaque partie d'abandonner une partie de ses prétentions. C'est-à-dire, si moi je suis viticulteur et que je dis que de toute manière, école ou pas école, le meilleur moment de traiter, eh bien, c'est à 8 heures du matin parce que c'est la bonne heure, et puis après il y a du vent, ou avant il y a de la rosée, etc. Et bien, si je dis c'est la bonne heure pour ma technique et puis j'y vais, on n'est pas vraiment dans un processus négociatoire, mais on risque au contraire en fait d'augmenter encore plus l'aversion en fait des personnes qui habitent à côté vis-à-vis des viticulteurs ou de la viticulture. Et donc, et ça vous l'avez souvent dit, hein, c'est-à-dire que communiquer, c'est faire savoir ce que l'on fait, faire connaître nos pratiques, et pas forcément des pratiques d'ailleurs en termes de phyto, mais simplement cultiver les gens autour de la connaissance de ce que c'est qu'une production agricole, parce que c'est des choses qui se perdent du fait que notre société est de moins en moins agricole. Cultiver les gens sur ce qu'est la production agricole ou comment ça se passe quand les choses poussent. Et puis, c'est bien aussi développer des lieux de rencontre, c'est-à-dire des lieux de rencontre, c'est-à-dire où des groupes sociaux différents puissent se rencontrer. Plus les groupes sont enclavés, enquistés, moins on arrive à des solutions de compromis et plus on est sur de l'affrontement. Et plus on est sur ces lieux-là, parce que notre société est négociatoire, ou des lieux, des groupes sociaux différents, hein, c'est-à-dire des viticulteurs, des docteurs, des joueurs de foot, enfin, je ne sais pas si c'est une catégorie, mais bref, parce qu'ils peuvent être docteurs et puis aussi viticulteurs. Mais plus on a des lieux sociaux où des gens de professions différentes se rencontrent, eh bien, ou de modes de vie différents se rencontrent, plus finalement, eh bien, on arrive à comprendre les problèmes des uns et des autres et puis à discuter. Et ce mot discussion, il est important parce que lorsqu'on dit faire de la communication, moi, des fois, ça me fait bondir. C'est-à-dire, parfois, il y a des gens qui me disent oui, il faudrait que l'agriculture, elle communique mieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire communiquer? Si c'est mettre des grandes affiches et puis des affiches des fois complètement maladroites et puis si les gens ne rencontrent pas d'autres personnes finalement qui sont capables d'écouter leur façon de voir ou leurs problèmes, il y a toutes les chances que ça aboutisse à pas grand-chose. Mais c'est bien ces lieux de discussion, comme le montrait assez bien le maire, qui permet justement en fait de comprendre le problème des uns et des autres et d'arriver à des compromis, c'est-à-dire des situations qui conviennent à l'un et à l'autre, bien que ce ne soit pas vraiment ce que l'un et l'autre pensaient. C'est-à-dire que lorsqu'un viticulteur il va faire un compromis avec une mairie sur le traitement, eh bien, il va admettre que son produit, il le pulvérise pas tout à fait au bon moment, donc de décaler un peu dans la matinée, parce que finalement, s'il le fait à 8 heures, ça va sentir mauvais. Et l'école, elle admet quand même que l'agriculteur, il a besoin de traiter, parce que s'il ne traite pas, il n'aura plus de revenus, et que ça serait mieux s'il ne traitait pas, mais bon, s'il traite à 11 heures du matin, c'est quand même mieux qu'à 8. Et c'est ça un compromis, c'est-à-dire arriver à des solutions qui conviennent aux uns et aux autres, même si elles sont en soi pas parfaites pour les uns et les autres. Et comme je le disais de manière globale et dans mon introduction, c'est lorsqu'on parle de contrat social, eh bien maintenant est-ce qu'on peut dire qu'il y a un contrat social global
de la société envers ses agriculteurs, bon, on peut dire qu'il est à refonder ce contrat social. Il est à reconstruire. Mais s'il est à reconstruire, il faudrait mettre tout ça avec des S, c'est-à-dire qu'il y a des chances qu'il n'y ait plus de contrat social global comme ça, mais que les contrats sociaux se fassent de plus en plus localement, c'est-à-dire dans certains territoires, entre les usagers d'un territoire et puis les producteurs de ce territoire-là. Mais l'agriculture est tellement diversifiée aujourd'hui que rêver en fait d'un contrat social global, c'est peut-être une douce illusion. Et puis on l'a vu, il y en a eu en un siècle, il y en a eu 2 qui étaient de nature globale. Et donc il y a bien une action à mener au niveau territorial. Voilà. Donc pour vous dire aussi qu'il y a peut-être une chose que comprennent assez mal les personnes qui sont étrangères à l'agriculture, à la viticulture, c'est le temps qu'il faut pour changer. Et ça, c'est un aspect important. C'est-à-dire, lorsqu'on enquête des personnes qui ne sont pas du monde agricole, pour eux, les agriculteurs n'ont qu'à faire ça. Mais comme si, d'un claquement de doigts, on pouvait changer son système de production, ou tout simplement comme si on pouvait se permettre de perdre la maîtrise de ce que l'on fait. C'est-à-dire, moi, si je change de jour au lendemain de femme, de voiture, de boulot, je perds toute la maîtrise j'ai plus de routine. Et donc, j'ai une charge mentale qui est énorme. Et faire comprendre, finalement, que changer du jour au lendemain, ça crée une charge mentale qui est énorme, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans la tête de manière globale des gens. C'est-à-dire qu'ils ont une idée très simpliste, finalement, de ce qu'est un système de production, de sa complexité et puis de la manière dont on peut le modifier. Voilà, je m'arrêterai là.